Chapitre 1. La tempête qui se prépare. La pluie commença à tomber en fines aiguilles contre la vitre de la voiture, une bruine hésitante qui se transforma bientôt en un rideau régulier, brouillant la campagne du Surrey d'un voile de vert et de gris. Les chevaux piétinaient avec inquiétude le gravier de l'allée de Blackwood Grange, leur souffle s'échappant dans l'air frais de septembre. À l'intérieur, tout était illuminé par les bougies et la lumière électrique, un feu qui défiait l'orage extérieur. Blackwood Grange existait depuis des siècles, sa pierre couleur miel adoucie par le temps, ses grandes fenêtres donnant sur un bassin d'agréments à moitié masqué par la brume. Ce soir, cependant, ce n'était pas la maison elle-même qui attirait l'attention, mais la compagnie réunie entre ses murs lambrissés. Un mariage était imminent, celui de Sir Julian Blackwood, héritier du domaine, avec mademoiselle Evelyn Harcourt du Sussex. Cela aurait dû être un moment de joie, de fleurs éclatantes et de rires. Pourtant, comme souvent lors de ces rassemblements où l'argent ancien rencontre la nouvelle fortune, où l'attente pèse sur une affection fragile, l'air était lourd d'une tension inexprimée. Arrivée des mariés Evelyn Harcourt, la future mariée, descendit délicatement de la voiture, grande et élancée, sa robe de soie pâle trempée par la pluie malgré le parapluie du valet de pied. Elle possédait une beauté qui semblait taillée dans la fragilité. De grands yeux sombres trahissaient une trop grande réflexion, des lèvres qui s'incurvaient rarement en un sourire spontané. Il y avait de la tristesse dans son regard, comme si elle portait en elle le souvenir d'une perte intime. Son fiancé, Sir Julian, le suivit d'un pas plus vif. C'était un homme de 35 ans dont les manières décontractées masquaient les légères rides d'inquiétude qui marquaient ses yeux. Il baisa la main de sa mère avec galanterie, tandis que Lady Constance Blackwood descendait du hall pour les accueillir. Lady Constance était une femme redoutable. Grande, droite, chaque geste témoignait de la fierté ancestrale de sa famille. Elle observait sa future belle-fille d'un regard aussi perçant que la pluie. « Ma chère Evelyne, » dit-elle en pressant ses lèvres fraîches contre la joue de la jeune fille, « vous êtes la bienvenue à Blackwood Grange. Nous ferons tout notre possible pour que vous vous sentiez comme chez vous. » Ces mots furent prononcés avec une politesse qui dissimulait le jugement, sans le dissimuler. Evelyne murmura des remerciements, tandis que Béatrice Harcourt, sa sœur cadette, descendait derrière elle. Béatrice était l'exact opposé d'Evelyne, vive là où sa sœur était réservée, blonde là où Evelyne était brune, agitée là où Evelyne était calme. Elle parcourut le grand hall du regard avec une curiosité non dissimulée et murmura à sa sœur une pointe d'ironie qui fit rougir momentanément le visage d'Evelyne. Invité et tension. Les autres invités qui allaient nous former le cortège nuptial étaient déjà réunis. Hugh Radcliffe, l'ancien camarade de classe de Julian, était installé dans un fauteuil près du feu, ses beaux traits marqués par un air de débauche. Il se leva en s'inclinant exagérément devant les dames, son regard s'attardant trop longtemps sur Béatrice. « Ah, Julian !» s'écria-t-il en serrant la main de son ami. « Tu as enfin apporté ton trésor. » Blackwood Grange manquait d'une telle beauté depuis tant d'années. Le sourire de Julian était poli, mais il y avait une certaine raideur dans ses manières. Evelyne inclina la tête, mais ne croisa pas le regard de Radcliffe. À l'arrière-plan se tenait le révérend Arthur Pritchard, vicaire de la paroisse, un homme doux aux cheveux clairsemés qui joignait les mains comme pour une prière perpétuelle. Il salua chaleureusement Evelyne, évoquant la solennité des vœux qu'elle allait bientôt prononcer. Pourtant, tout en parlant, son regard inquiet se tourna vers Lady Constance qui observait tout avec une scrutation scrutatrice. Le docteur Lionel Graves, le médecin de famille, arriva peu après, ses lunettes illuminant la lueur du feu tandis qu'il retirait ses gants. Il était vif et courtois, malgré une lueur calculatrice dans le regard. On pouvait soupçonner qu'il en voyait plus qu'il ne s'autorisait à en dire. La maison était complétée par Madame Armitage, la gouvernante de longue date, qui se déplaçait silencieusement mais avec autorité, veillant à ce que tout soit prêt.
Elle portait en elle la loyauté particulière de quelqu'un qui connaît trop de secrets pour être totalement impartial. Un miroir en passant. Tandis que le groupe se rassemblait pour le dîner, Evelyn s'arrêta un instant dans le couloir supérieur devant sa chambre. Un grand miroir vénitien était accroché, son cadre doré terni par le temps. Elle observait son reflet comme si elle cherchait quelque chose au-delà de la surface. Une lueur. Était-ce la peur? Traverse son visage. Béatrice la rejoignit en lui attrapant le bras. « N'aie pas l'air si grave, ma chérie, » la taquina-t-elle d'une voix basse. « Tu seras mariée demain. Le rêve de toute jeune fille n'est-il pas exaucé en toi ?» Evelyne sourit faiblement, mais ses yeux restèrent fixés sur le miroir. « Tes rêves, » dit-elle doucement. « Oui, même si parfois les rêves ont leurs ombres. » Elle se détourna rapidement, descendant vers la salle à manger, laissant Béatrice froncer les sourcils après elle. Dîner à la grange. Le repas était somptueux, servi sur de l'argenterie étincelante. Les conversations s'enchaînaient, avec toutefois des nuances que même les plus inattentifs auraient pu déceler. Dame Constance parle avec hauteur des traditions familiales, des alliances nouées et préservées à travers les siècles. Julian rit plus fort qu'il n'était naturel, comme déterminé à convaincre tout le monde, peut-être même lui-même, de son bonheur. Hugh Radcliffe divertissait avec des anecdotes sur les clubs londoniens et les écuries de course, mais plus d'une fois, ses remarques portaient une pointe d'ironie, visant les finances de Julian. Béatrice répondit avec un esprit vif, manifestement appréciant le sport, tandis qu'Evelyne restait silencieuse, remuant la nourriture dans son assiette. Le docteur Graves s'enquit discrètement de la santé de Lady Constance, à laquelle elle répondit avec une dignité glaciale. Le révérend Pritchard tenta d'aborder le sujet des vœux, mais Hugues l'écarta d'un geste de la main, plaisantant sur le fait que l'amour ne nécessite pas de sermon. Pendant tout ce temps, Madame Armitage se déplaçait en silence, attentive, ses yeux allant d'un visage à l'autre, comme si elle aussi gardait ses propres secrets. Une tempête à l'extérieur et à l'intérieur. Au moment où le groupe se retira dans le salon, l'orage s'était intensifié. Le vent faisait trembler les volets, la pluie s'abattait sur les hautes fenêtres. À l'intérieur, le feu crépitait, projetant une douce lueur sur les surfaces polies. C'est à ce moment qu'un petit monsieur rondouillard, à la prestance indéniable, fut introduit dans la pièce. Ses moustaches étaient parfaitement cirées, ses chaussures brillaient, et sa tête penchée avec une sorte de curiosité fière. « Messieurs, mesdames, » dit-il en s'inclinant avec une grâce continentale, « permettez-moi de vous déranger. Hercule Poirot, à votre service. » Sir Julian s'avança étonné. « Monsieur Poirot ? Le détective ?» Poirot inclina modestement la tête. « Je ne suis qu'un humble chercheur de vérité, monsieur. Il se trouve que je loge chez mon ami, le colonel Melrose, dans le village voisin. Il m'a parlé de cet heureux événement, et moi... Mais non, pardonnez-moi. Je m'impose là où on ne m'attend peut-être pas. » Lady Constance, retrouvant son calme, esquissa un mince sourire. « Au contraire, monsieur Poirot. Tout ami du colonel Melrose est le bienvenu ici. Cependant, ajouta-t-elle avec une fierté froide, j'espère que nous n'aurons pas besoin d'un détective à un mariage. » Les yeux de Poirot pétillaient, mais sa voix restait solennelle. « Madame, on ne sait jamais quelles tempêtes peuvent éclater, même au cœur des plus belles festivités. Il est toujours sage d'observer, avec ordre et méthode. » Les mots semblaient flotter dans l'air, étrangement inquiétants. Evelyne jeta un rapide coup d'œil au reflet brisé de la lumière du feu dans la vitrine près de sa chaise. Sa main tremblait légèrement sur ses genoux. La tempête grondait à l'extérieur, mais à l'intérieur de Blackwood Grange, une autre tempête, plus calme, avait déjà commencé à se lever. Chapitre 2. Les ombres avant le mariage. Le matin arriva, filtré à travers un voile de pluie, la lumière grise posant une main blafarde sur les pelouses de Blackwood Grange.
L'orage s'était atténué, mais il n'était pas passé. Il ruminait plutôt sur les basses collines du Surrey, bruinant et rafales qui faisaient trembler les haies d'ifs. Par un temps pareil, une maison montre ses os. Les couloirs semblaient plus longs, les escaliers plus raides, les miroirs plus sombres, comme si les siècles s'étaient infiltrés dans leur cadre. Le petit déjeuner fut un peu dispersé. Lady Constance prenait son café dans son salon, une habitude qu'elle conservait en hiver et, par extension de son tempérament, en toute saison où le monde la rendait mécontente. Sir Julian apparut dans la salle à manger à 9h moins le quart, selon la femme de chambre qui tenait un registre de ces événements avec une précision qui aurait pu satisfaire même un coroner. 8h45 à l'horloge de parquet, monsieur. Evelyne et Béatrice arrivèrent plus tard. Evelyne à 9h précises. Béatrice 10 minutes plus tard, avec des excuses aussi éclatantes et hypocrites qu'un rayon de soleil peint sur un mur gris. Hugh Radcliffe était le dernier, arrivant à 25h, sentant légèrement le tabac et la pluie, et protestant que l'air du Surrey avait conspiré avec un incendie tardif pour faire un diable de la nuit. Poirot, dont les habitudes imprévisibles et pourtant toujours ordonnées avec une précision irréprochable, était déjà assis, contemplant un œuf à la coque, avec plus de sérieux philosophique que beaucoup d'hommes n'en accordent à la religion. Il se leva lorsqu'Evelyne entra et s'inclina, un geste si précis et respectueux qu'on aurait pu le croire mesuré à la règle. « Vous avez dormi, mademoiselle ?» demanda-t-il. « J'ai dormi, » dit-elle avec un joli effort de gaieté. « Ou du moins, je suis restée allongée pendant plusieurs heures. Ce n'est pas tout à fait pareil. » Poirot inclina la tête comme s'il comprenait quelque chose de plus que ses paroles. « C'est vrai. Il y a des nuits où les nerfs ne s'y prêtent pas. Les petits oiseaux en nous, comment dire, volettent. » Evelyne ne répondit pas. Elle s'occupait de sa tasse de thé. Mais lorsque Béatrice entra et l'embrassa sur la joue avec l'air protecteur de sa sœur, une rougeur monta au visage d'Evelyne, comme si ce simple contact avait été une étincelle. « Ma chère, » murmura Béatrice en s'asseyant et en réclamant un petit pain avec une grâce insolente. « J'ai décidé de te donner mes perles. Elles te vont moins bien qu'à moi, mais je serai noble. »« Votre noblesse me submerge, » dit Evelyne, et il y avait une pincée de sel dans cette douceur. Radcliffe, qui remarquait tout ce qui pouvait l'intéresser et rien qui puisse l'améliorer, observait l'échange avec un amusement nonchalant. « Sœur, » observa-t-il, « la première et la plus heureuse rivalité de la nature. » Sir Julian rit trop fort. « Vous devez pardonner à Béatrice, Evelyne. » Elle se prend pour une femme d'esprit. Je la considère comme une menace. Béatrice étala la marmelade avec un geste théâtral. Les menaces sont plus intéressantes que les mariés, je trouve. Pourquoi toute l'attention devrait-elle se porter sur ceux qui sont si immobiles qu'on pourrait les comparer à des statues ? Béatrice, dit Evelyne à voix basse, s'il te plaît. Ce ne fut pas le mot lui-même, mais la manière de le prononcer qui fit taire la table un instant. Un appel non pas à cesser les taquineries, mais à cesser autre chose. Les yeux de Poirot brillaient comme de l'ardoise. Le docteur Graves, entrant à cet instant pour s'excuser d'une visite matinale à l'enfant de la laitière, jeta un coup d'œil aux sœurs et commença à se servir du café avec une délibération qui confinait à la cérémonie. « Ah, Graves, » dit Sir Julian, profitant de la diversion, « vous serez fier de moi. Je me lève tôt. Je suis déjà transformé en fermier. » « Espérons que ce n'est pas seulement une question de costume, » dit le docteur Graves, sec comme un biscuit. Il avait une façon de considérer les hommes comme si leur santé était un texte que lui seul pouvait lire. Lady Constance ne les rejoignit pas. À 10h moins 5, elle fit savoir que le révérend Pritchard dirigerait une brève répétition à la chapelle à 10h30, suivie d'une présentation des préparatifs dans le petit salon. La ponctualité, concluait le mot, est la première grâce à un mariage et le dernier refuge d'une famille. « Maman est en pleine forme, » murmura Julian. « Alors que le ciel préserve les vaincus, » dit Béatrice joyeusement.
La chapelle était un espace modeste et magnifique, des bancs en chêne noircis par les siècles, un vitrail représentant Saint Michel terrassant le dragon, et un parfum de cire d'abeilles et de fleurs. Le vicaire, un peu nerveux en présence d'une telle foule, répétait les répons avec Evelyne et Juliane, même s'il perdit plus d'une fois le fil de ses instructions en regardant la mariée avec une tendresse anxieuse. Evelyne, quant à elle, s'exécuta avec assurance, mais un jour, pendant le verre, pour le meilleur et pour le pire, elle hésita et jeta un coup d'œil, non pas à Juliane, mais à Lady Constance. Ce regard fugace aurait pu passer inaperçu, si Poirot ne s'était pas tenu à l'écart, les mains jointes, et n'avait rien vu. Une fois la répétition terminée, Lady Constance ramena le cortège dans la vie civile et s'installa dans le petit salon avec une liasse de papier nouée d'un fin ruban. Elle annonça avec l'allégresse morne d'une lecture générale des ordres qu'il n'y aurait pas de chaos et que si le chaos tentait de s'installer, il le ferait sur son corps sans vie. « Ce n'est pas une invitation prometteuse, maman, » murmura Juliane. « Ne soyez pas désinvolte, » dit Lady Constance. La désinvolture est synonyme de faillite. Béatrice, qui adorait toute scène où elle pouvait contribuer, se percha au bord d'une chaise longue et frappa négligemment du talon le brocart. « Nous serons disposés comme des cartes, » déclara-t-elle. « Cœur, pique et carreau, mais s'il vous plaît, pas de trèfle. » Il s'avéra, comme toujours, que tout avait été prévu, sauf les points les plus susceptibles de mal tourner. Le fleuriste contesta la hauteur des présentoirs. Le traiteur s'était trompé de numéro. Une livraison de champagne était retardée quelque part dans le chemin boueux. Madame Armitage avait été envoyée harceler le chauffeur avec une lanterne et son regard le plus glacial. 2 valets de pied se disputèrent à propos de la disposition des tables. L'invocation du nom de Lady Constance mit fin à leur dispute. Poirot ne chercha pas à diriger, mais sa présence avait un étrange effet apaisant, comme si la simple précision de sa part suggérait que le chaos aurait honte de se produire en sa compagnie. Un jour, au passage de la gouvernante, il la retint d'un geste doux. « Madame Armitage, une petite question. Les chambres des dames sont situées le long du couloir est, n'est-ce pas ?» Elle parut surprise, puis amusée. « Vous connaissez une maison comme d'autres connaissent leur catéchisme, monsieur. »« C'est un vice, » dit Poirot. « Je m'y adonne. »« Oui, monsieur, le couloir est. Mademoiselle Harcourt dort dans la 2e chambre, après le palier. La mariée, mademoiselle Evelyne, dort dans la chambre d'angle, selon son souhait. Elle a dit que la fenêtre donnait sur le lac. » Le regard de Poirot se porta alors vers la fenêtre, d'où l'on apercevait à peine le lac, ovale d'étain découpé par la pluie. « Et près de cette chambre d'angle, il y a un miroir vénitien, grand, avec un cadre de feuilles dorées. » En effet, Madame Armitage haussa légèrement les sourcils. « Il vient de la maison de la mère de Lady Constance. On le considère comme un trésor. »« Un trésor, » songea Poirot. « Oui. Et les trésors reflètent-ils toujours la vérité, je me le demande ?» Madame Armitage, qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire, lui adressa un de ces sourires anglais polis avec lesquels un domestique salue les continents mystérieux de l'esprit d'un invité, et s'en alla. Il était midi passé lorsque Poirot, flânant avec cet air de calcul désinvolte qui lui est propre, entra dans la longue galerie où les portraits des ancêtres Blackwood lançaient un regard noir à la génération actuelle, comme s'ils s'indignaient de leurs manquements moraux. Il y trouva le docteur Graves, debout, les mains derrière le dos, observant un gentleman en habit rouge dont l'expression suggérait un homme ayant tué un Français de trop et ayant dû s'en accommoder. « Vous admirez les physionomies du passé, docteur ?» Graves sursauta légèrement, ce qui, pour lui, équivalait à un cri. « J'admire leur estomac, » dit-il. Il pouvait tout digérer, la viande, le vin, l'Empire. « Et des secrets ?» demanda Poirot. Le docteur Graves le regarda d'un air sévère. « Je suis médecin, monsieur Poirot. J'ai fait de leur conservation une profession. »« Ah, mais c'est là toute la difficulté, » dit doucement Poirot. « Parfois, le secret est comme une balle. Si on le garde, on en meurt. » Graves sourit sans humour. « Alors peut-être faut-il choisir la blessure qu'on préfère. »
Poirot laissa passer. « Vous connaissez la famille depuis longtemps. » « Assez longtemps, » dit Grave. « Assez longtemps pour savoir que l'argent est le seul remède dans lequel ils ont une foi universelle. »« L'argent, » murmura Poirot, « c'est un médecin, un prêtre, un amant, et pourtant il traite ses fidèles avec une grande cruauté. »« Sir Julian, » dit Graves après une courte pause, « n'a pas le sens des chiffres. Il peut attirer l'argent en sa présence, mais il ne peut pas le retenir. »« Et la future Lady Blackwood ?»« Elle a une dot, » dit le docteur, « ce qui la recommande aux yeux de Lady Constance plus que n'importe quel attribut personnel ne pourrait le faire. Pourtant, mademoiselle Evelyne ne marche pas comme une femme dont le bonheur est assuré, » observa Poirot. Grave regarda la fenêtre. « Le bonheur, dit-il, s'effraie facilement. Il préfère les maisons tranquilles et les petits revenus. » Poirot fit une petite révérence. « Vous êtes un philosophe, docteur. »« Je suis médecin, » dit Graves. « Quand on a vu suffisamment de souffrances, on peut en prédire les habitudes comme on prédit le temps. » Ils se séparèrent et Poirot se dirigea vers le couloir est. Personne ne lui avait assigné de tâche. Personne ne soupçonnait qu'il en avait entrepris une. Ses pas étaient silencieux sur le tapis. Son regard remarqua les traces d'une roue de malle, la légère trace d'humidité près de la plinthe, un fil de soie blanche accroché au clou d'une chaise sur le palier. Le genre de broutille qu'une bonne Anglaise accomplie rangerait en un instant et qu'une journée orageuse avait heureusement retardé. Il s'arrêta devant le miroir vénitien et s'observa, tête ovoïde, moustache soignée, épingle à cravate parfaitement centrée. Mais ce n'était pas lui qu'il considérait. C'était le miroir. Il faisait de la vérité une habitude. Il exprimait tous les défauts. Il ne pardonnait rien. « Eh bien, » murmura-t-il, « toi et moi, nous sommes cousins. » Un mouvement dans un coin de son champ de vision le fit se retourner. Béatrice Harcourt était sortie de sa chambre et s'était arrêtée, la main sur le cœur. « Monsieur, je ne savais pas que quelqu'un... » Elle rit, mais son rire fut un peu trop rapide. « Je me surprends toujours à me trouver près des miroirs. On pourrait dire que je les hante. »« C'est une bonne habitude, » dit Poirot d'un ton aimable. « Un miroir est un critique qui ne demande pas d'honoraires. Vous sortez, mademoiselle ? » « J'ai l'intention de descendre, » dit-elle. Puis, comme si quelque chose la piquait, elle se pencha. « Monsieur Poirot, vous êtes un excellent détective. Tout le monde le dit. Si une mariée était malheureuse, très malheureuse, que lui conseilleriez-vous ? » « Cela dépend, » dit doucement Poirot, « de la cause du malheur. Si c'est la peur, il faut examiner de quoi il s'agit. Si c'est le doute, il faut chercher la vérité. Je prescris toujours la vérité. Ce n'est pas agréable comme un médicament, cela guérit tout de même. » Les yeux de Béatrice brillaient d'une lueur de triomphe, de culpabilité, ou des deux. « La vérité, » dit-elle. « Oui. Je vais en donner une dose à ma sœur. » Elle le dépassa et, arrivée en haut de l'escalier, s'arrêta, se retournant à moitié. « Monsieur, si la vérité devait gâcher un mariage, le recommanderiez-vous quand même ? » « Je recommande, » dit Poirot, « à personne de lier sa vie à jamais à un mensonge. C'est un nœud qui étrangle. » Béatrice inclina la tête et disparut. Poirot resta immobile un instant, puis se dirigea vers la chambre d'angle. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement et, ne recevant aucune réponse, s'apprêtait à se retirer lorsqu'une voix s'éleva de l'intérieur. « Entrez. » Evelyne était assise près de la fenêtre, une lettre étalée sur ses genoux, comme si l'encre séchait encore. Son visage, tourné vers le lac, avait l'immobilité d'une sculpture. Poirot restait près de la porte, discret et pleinement présent. « Vous avez des nouvelles, mademoiselle ?» dit-il, comme si elle les avait annoncées. Elle plia la lettre et la glissa sous un livre. « J'ai le genre de nouvelles qu'on redoute et qu'on attend à la fois. Et vous en parlerez à Sir Julian ?» Sa bouche trembla, puis se stabilisa. « Je vais parler à quelqu'un. » « Pas à lui ? Peut-être. » Elle se leva, avançant avec cette grâce de cygne qui dissimule la fatigue. « Monsieur Poirot, croyez-vous que le passé d'une femme devrait lui être imposé comme une accusation, à jamais ? Ou que l'avenir d'un homme puisse l'excuser ? » « Je crois, » a déclaré Poirot,
qu'il ne faut pas accrocher un portrait sous un mauvais éclairage. Cela trompe le spectateur et insulte le sujet. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais aucune larme ne coula. Vous parlez gentiment. Je dois réfléchir. Elle s'approcha du miroir et s'immobilisa, comme si sa hauteur et sa froideur la rebutaient. Ce verre, murmura-t-elle à moitié pour elle-même, n'a pas de cœur. Il ne me dit rien d'autre que mon visage. Votre visage, dit Poirot, me dit que vous êtes courageuse. Et le courage, mademoiselle, est l'allié de la vérité. Il la quitta alors, confiant que le silence lui serait plus utile que les conseils. À 4 heures, la pluie se transforma en une averse tumultueuse. La maison se rétracta comme un chat tournant le dos à un courant d'air. On tenta de jouer aux cartes. On alluma un feu dans la bibliothèque, et Hugh Radcliffe s'efforça d'instruire Béatrice dans l'art de certains paris, qu'elle accueillit avec un mélange d'horreur feinte et d'intérêt vif. « Allons, Béatrice, dit enfin Juliane, ne te laisse pas tenter par Hugues. Nous devrions tous être respectables pendant au moins 24 heures. La respectabilité, dit Hugues, est un costume qui ne va jamais. On est toujours conscient de la couture. Certains hommes, dit lady Constance en entrant, feraient bien de se rappeler qu'ils sont des invités. Un costume qu'il faut porter avec soin dans n'importe quelle maison. Hugues s'inclina, imperturbable. Pardonnez-moi, dame Constance, je suis à votre merci. Vous êtes chez vos créanciers, répondit-elle avec un frisson qui étouffa même le rire de Béatrice. À 16h30, le révérend Pritchard demanda à parler à la mariée pour passer en revue la musique et les lectures. Evelyne accepta et l'accompagna à la chapelle. La servante, qui se targuait d'un emploi du temps aussi précis qu'une carte de campagne, déclara plus tard avoir vu mademoiselle Evelyne traverser le palier supérieur à 16h35 et descendre l'escalier sud. « Elle tenait la lettre à la main, » ajouta-t-elle, « la même que j'ai époussetée sur sa table. »« Quelle lettre ?» demanda madame Armitage, pour qui tout cela coulait aussi inévitablement que l'eau retourne à la mer. « Un bleu, madame, avec un timbre étranger. »« Étranger, » répéta madame Armitage. « Eh bien, les lettres étrangères apportent des ennuis à l'étranger. » À 5 heures, un cri soudain retentit du petit salon. Béatrice avait laissé tomber son bracelet. Le fermoir était cassé. Radcliffe, s'agenouillant pour le récupérer sous un canapé, en ressortit, la manche couverte de poussière et le sourire triomphant. « C'est de bon augure », a-t-il déclaré. « Nous savons tous ce que signifient des bijoux cassés lors d'un mariage. »« Nous ne discutons pas de superstition chez moi, » dit lady Constance. « Au contraire, » murmura Poirot depuis son coin. « Nous devrions discuter de tout. La superstition est une preuve. Elle ne nous renseigne pas sur le destin, mais sur les esprits. » Béatrice, attachant le bracelet de ses doigts légèrement tremblants, lui lança un regard mi-reconnaissant, mi-provocateur. « Alors, lisez le mien, monsieur. Que vous dit ma superstition ? » « Vous avez décidé d'agir, » dit Poirot d'une voix calme, « et maintenant vous cherchez des signes pour vous en absoudre. » Elle se mordit la lèvre, le rouge lui montant aux joues. « Tu me prends pour un lâche, alors ? » « Je pense que tu es une sœur, » répondit-il. Son regard se détourna. « Et que peut faire une sœur quand son aînée se dirige vers un précipice ? Appelle-la, » dit Poirot. « Mais n'insiste pas. » Le crépuscule tomba tôt, baissant son rideau d'une main mouillée par la pluie. Les lampes étaient allumées, la maison illuminait ses joyaux. Madame Armitage déclara qu'il fallait sécher les chaussures près du poêle de la cuisine. Les empreintes de pas sur la moquette du couloir et l'avaient vexée tout l'après-midi. Étroite, avec l'empreinte d'un petit talon et une trace de terre glaise qui résistait même à ses meilleures poudres. Elle exprima son indignation à la femme de chambre, qui promit de noter les contrevenants, puis oublia sa promesse, admirative du programme de la cuisinière. À 6h15, l'horloge de parquet sonna d'une voix qui semblait provenir des profondeurs du chêne, comme si l'arbre lui-même parlait. Evelyne n'était pas encore rentrée de sa conférence avec le vicaire.
Le révérend Pritchard, trouvé dans la sacristie de la chapelle, affirma l'avoir quittée à 5h moins 5, ou à peu près, et qu'elle s'était dirigée vers la bibliothèque à la recherche d'un recueil de poèmes. Elle a dit, ajouta-t-il les sourcils froncés, qu'elle souhaitait choisir un vers qui promettait que la vérité ne pouvait être trahie par la cérémonie. Une pensée regrettable à la veille du mariage, dit sèchement lady Constance. Vous auriez dû la contredire. Le vicaire parut peiné. On ne discute pas souvent avec les affligés. Affligés ? S'écria Béatrice avec un rire qui fit sursauter 2 domestiques. Affligés par trop de beauté et une maison trop raffinée ? Révérend, vous êtes tendre. Julian regarda autour de lui, les sourcils froncés. Où est-elle maintenant ? Évelyne ? Il éleva la voix. Évelyne. L'appel résonna et fut absorbé, comme les maisons absorbent tout bruit humain. Poirot, qui examinait la cendre dans un plat en bronze, de longs éclats gris parmi lesquels gisaient 2 mégots coniques sombres, qui évoquaient une cigarette turque plutôt qu'une cigarette anglaise, leva la tête et écouta le silence qui suivit. Puis, doucement, il posa le plat. « Soyez tranquille, monsieur, » dit-il à Julien. « Mademoiselle est peut-être fatiguée. Il y a de quoi fatiguer l'esprit en un tel jour. » Julien hocha la tête, mais l'impatience vacillait. « Je vais quand même aller frapper à sa porte. »« Faites-le, » dit Poirot, très calme. Ce fut un petit moment. Un homme sur le point d'appeler sa fiancée, une maison qui respire, un miroir quelque part sur le palier qui capte le reflet d'une lampe. Les petits détails sont les perles sur lesquelles s'enchaînent les tragédies. Julian sortit. Béatrice se dirigea vers le feu et se tint si près que la chaleur lui peignit des roses sur les joues. Dame Constance, la tête haute, posa une main sur la chaise comme sur une chaire. L'horloge fit tic-tac. La pluie murmura à la vitre. Poirot, resté seul avec la cendre et ses pensées, jeta un dernier coup d'œil au plat de bronze. Il vit, car rien ne lui échappe, qu'un des moignons avait été écrasé non par des doigts, mais par quelque chose de lisse, peut-être le bord d'une bague. Une bague avec un sceau gravé, peut-être. Il rangea cette observation comme un cuisinier plonge un brin de thym dans un bouillon, une saveur qu'il retrouvera plus tard. D'en haut, une porte s'ouvrit. Des pas traversèrent le palier. Le silence retomba, puis la voix de Julian, faible et tendue. « Évelyne ?» La maison écoutait. L'orage cessa un instant de murmurer, comme si une certaine étiquette de calamité exigeait qu'on s'y attarde. Poirot leva les yeux au plafond. Il ne bougea pas. Pas encore. Il y a un moment avant le coup de tonnerre où l'on peut encore prétendre qu'il ne tombera pas. Il leur accorda ce moment. Il s'accorda, à vrai dire, la même chose. Puis un bruit retentit, ni fort, ni même surprenant. Plutôt le bruit d'une pièce posée avec précaution là où elle ne devait pas l'être. C'était le bruit, bien qu'il ne puisse le reconnaître à ce moment-là, d'une pièce sur un échiquier prenant sa place dans une partie dont l'issue avait été déterminée bien avant le premier coup. Il se lève. « Madame, » dit-il à lady Constance, « permettez-moi de monter. » Elle ne répondit pas. Personne ne répondit. Ils entendaient déjà un autre bruit, l'inspiration rapide de Béatrice, et le battement qui suivit. Le bruit des pas qui revenaient dans le couloir, rapide maintenant, et la voix de Sir Julian plus rauque. « Poirot, viens. » Le miroir du palier, haut et impartial, recevait quiconque courait devant lui et le lui rendait inchangé. En bas, l'horloge marquait la demi-heure. La tempête s'est renouvelée, et dans le couloirette, un vieux miroir vénitien, qui avait vu de nombreux visages et n'avait dit la vérité à aucun, attendait son heure fixée. Chapitre 3. La mort de la mariée. La tempête s'était à nouveau intensifiée, grondant comme un tambour sur les collines du Surrey, lorsqu'un cri retentit du couloir est. Il n'était ni fort, ni même désespéré, mais il avait le timbre de la faim, le genre de son qui transperce le tissu d'une maison et éveille toutes les oreilles. Une servante, portant des serviettes dans l'escalier de service,
les laissa tomber aussitôt en murmurant « Oh mon Dieu !» et s'enfuit vers les quartiers des domestiques. La voix de Sir Julian retentit ensuite, pleine de panique. « À l'aide ! Pour l'amour du ciel, à l'aide !» Poirot était déjà en mouvement, ses pieds agiles montant l'escalier avec empressement. Hastings n'était pas là. Hélas, on aurait pu regretter sa fidélité. Mais s'il avait été là, il aurait remarqué la rapidité avec laquelle Poirot se déplaçait lorsque la nécessité l'exigeait, et comment rien, pas même la panique, ne perturbait l'ordre de ses pas. En haut de l'escalier, Sir Julian se tenait, devant la chambre d'angle, la chambre d'Evelyne. Son visage était blême, ses mains tremblaient si violemment qu'il semblait incapable de maîtriser le simple geste de tourner une poignée. « Elle ne me répond pas !» haleta-t-il. La porte était déverrouillée, mais elle ment. Poirot posa une main sur son bras. « Courage, monsieur, nous y allons ensemble. » Ils sont entrés. La chambre de la mariée. La chambre était vaste, tendue de rideaux damassés d'un rose fané. Des bougies grésillaient dans le courant d'air provenant de la fenêtre entr'ouverte. L'orage pressait la vitre, mais c'était à l'intérieur de la pièce que résidait le véritable froid. Sur le tapis, devant la coiffeuse, Evelyne Harcourt gisait, immobile. Ses cheveux noirs étaient détachés, retombant sur ses épaules tel un linceul. Sa robe blanche, la robe de chambre de mariée qu'elle avait choisie pour le lendemain, était en désordre, une manche déchirée. Son visage, tourné vers le ciel du lit, n'exprimait ni la paix ni l'agonie, mais une expression d'arrêt, d'inachevé, comme si la mort l'avait saisi au milieu de ses pensées. Le miroir au-dessus de la coiffeuse était brisé. De longues fissures rayonnaient comme des éclairs glacés. Plusieurs éclats étaient tombés au sol, scintillant parmi un éparpillement d'épingles à tête de perles. L'un des fragments portait une tache rouge. Lady Constance les suivit, son pas résonnant comme un marteau sur la pierre. Elle contempla le spectacle d'un long regard, puis se cala contre le montant du lit. « C'est un accident », dit-elle, sa voix coupant court à l'exclamation étranglée de Julian. « Elle est tombée !» Le verre. Poirot leva la main, faisant taire le flot d'excuses. Il s'agenouilla près de la mariée, ses doigts doux et précis. Il remarqua l'inclinaison de sa tête, le bleu sur sa tempe, la mollesse anormale de sa main. Il se pencha vers les éclats du miroir, examinant la tache rouge. Il la toucha légèrement, puis porta les doigts à son nez. Sa moustache se hérissa. « Tout le sang ne vient pas de la peau, » murmura-t-il. « Il y a une autre source. » L'inspecteur Sharp était arrivé à ce moment-là, appelé par la ruée frénétique des domestiques. C'était un homme grand et mince, les bottes lourdes sur le sol ciré, les manières brusques. Il jeta un rapide coup d'œil à la pièce, puis aboya à son agent. « Personne n'entre, personne ne sort. Vous, allez chercher le docteur Graves. » Julian agrippa la manche de l'inspecteur. « C'était le miroir. Elle a dû s'évanouir, tomber. Le miroir. » L'inspecteur Sharp se désengagea. « On verra bien. En attendant, monsieur, c'est une question d'enquête. » L'examen médical. Le docteur Graves arriva avec son sac, le visage tiré mais les mains fermes. Il s'agenouilla là où Poirot s'était agenouillé, examina la silhouette immobile, puis leva les yeux. « Elle est morte, » dit-il avec la fermeté d'un homme habitué à dire des vérités importunes. Le coup à la tempe suffit, mais... Il jeta un coup d'œil à Poirot, les sourcils froncés. L'angle est étrange. Une chute pourrait causer une telle blessure, mais l'échymose est plus compatible avec un coup porté directement. Lady Constance se raidit. « Vous n'utiliserez pas un tel langage dans cette maison. La fiancée de mon fils était fragile, facilement vaincue. Elle s'est évanouie. Elle est tombée. » Poirot parle doucement. « Madame, pardonnez-moi, mais les preuves ne le disent pas. Voyez, le verre est brisé vers l'extérieur, comme s'il avait été frappé, et non pas comme s'il avait été arraché. Et la blessure, elle n'est pas là où la tête se heurterait si l'on s'effondrait. Elle est plus haute, plus directe.
Et là, voyez-vous la légère empreinte sur la manche, comme si des doigts l'avaient saisie. Le silence s'épaissit, chargé de plus que du chagrin. Il était empreint de suspicion. Les suspects se rassemblent, un par un. Ils se rassemblèrent dans la chambre, comme s'ils étaient poussés par un aimant sinistre. Béatrice entra, pâle mais les yeux secs. Son regard se porta sur le corps de sa sœur, puis sur Juliane, puis sur le verre brisé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Elle resta immobile, les mains jointes jusqu'à blanchir ses jointures. Hugh Radcliffe arrive ensuite, son insouciance habituelle disparut. Son regard allait d'Evelyne à l'inspecteur, puis à Poirot, calculateur. Le révérend Pritchard arriva, essoufflé, les mains tordues. « Dieu nous garde », murmura-t-il, à la veille de la joie, terrassé. Madame Armitage se tenait à la porte, le visage ridé et indéchiffrable. Elle se signa, geste rare dans cette maison anglicane, et murmura quelque chose qu'elle seule entendait. Poirot les examina tous, l'air grave mais calme. « Messieurs, mesdames, pardonnez-moi de m'immiscer dans mon chagrin avec mes questions. Pourtant déjà les petites cellules grises me murmurent. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. » Une inspiration collective accueillit ces mots. Les yeux de Lady Constance lancèrent des éclairs. Le visage de Juliane blêmit. Les lèvres de Béatrice tremblèrent. L'inspecteur Sharp aboya. « Cela reste à voir, monsieur. Je vous remercie de me laisser mener mon enquête. » Poirot inclina la tête, humble en apparence mais implacable en réalité. Mais naturellement. Pourtant, peut-être, si j'observe, cela pourrait aider. Indice dans la pièce. Poirot se déplaçait avec légèreté, presque délicatesse, dans la pièce. Rien ne manquait à ses yeux. Le fenêtre, ouvert à la tempête, le rebord humide. Pourtant, aucune empreinte de pas ne marquait le tapis en dessous. Le voile posé sur le lit, mais froissé, comme s'il avait été arraché à la hâte et jeté. Le lettre, absent. Sur le bureau se trouvait seulement un livre de poèmes, bien que Béatrice ait vu plutôt Evelyne avec une enveloppe bleue. Le éclat de miroir. Une pièce avait été mise de côté, presque délibérément, son bord propre, comme si elle avait été touchée avec précaution. Il se baissa et récupéra sur le tapis un petit objet à moitié caché sous la coiffeuse. Une épingle à tête de perle, courbée brusquement, comme si on l'avait piétinée. Il la déposa délicatement sur la nappe. « Ces bagatelles, » murmura-t-il, « elles parleront, si nous le leur permettons. » Le commandement de l'inspecteur Sharp s'éclaircit la gorge. Il s'agit d'un décès survenu dans des circonstances suspectes. Jusqu'à nouvel ordre, je dois considérer chaque personne présente dans cette maison comme un témoin potentiel ou un suspect. Vous resterez ici à Blackwood Grange jusqu'à votre libération. Lady Constance se redressa. Vous ne parlerez pas ainsi chez moi. Je le ferai, madame, dit Sharp fermement. C'est la loi du roi. Poirot se détourna du miroir et regarda fixement Sir Julian. Monsieur, vous avez été le premier à appeler à l'aide. C'est ainsi que vous l'avez trouvé? Le visage de Julian était horrible. Oui, oui, je le jure. Elle était déjà comme ça. Je n'ai rien touché. Les yeux de Poirot se plissèrent, mais son ton resta doux. Tu n'as rien touché, non? Et pourtant, ta manche, elle est tachée de poussière, comme si elle avait été laissée sur le rebord de la coiffeuse. Curieux. Julian sursauta, puis se reprit. J'ai essayé de la soulever, c'est tout. Ah, dit Poirot. Peut-être. On verra bien. Une maison en état de choc. Le corps fut finalement emporté, sous la supervision du docteur Grave. Le miroir demeura fissuré, renvoyant des fragments déformés de chaque visage qui défilait devant lui. Certains le regardèrent une fois et frissonnèrent, d'autres l'évitèrent complètement. En bas, dans le salon, la maisonnée se rassembla de nouveau. Personne ne parlait librement, les mots, tels des oiseaux dans la tempête, filaient et se cachaient. Lady Constance restait assise, figée. Béatrice marchait avec agitation. Radcliffe se versait du cognac d'une main tremblante.
Le révérend Pritchard murmurait des prières à demi formulées. Poirot se tenait devant l'âtre, sa silhouette se découpant sur les flammes. Son regard allait de l'un à l'autre, observant, enregistrant discrètement. « Dans un tel moment, dit-il très doucement, nous devons nous demander à qui profite cette mort. Qui craignait ce mariage, ou souhaitait qu'il n'ait pas lieu? Qui en avait les moyens, le courage, l'opportunité? Il laissa les mots en suspens dans l'air, sans réponse, tandis qu'à l'extérieur, l'orage tonnait une fois de plus, comme pour faire écho à sa question. Chapitre 4. Poirot observe. La maisonnée de Blackwood Grange ne dormit pas cette nuit-là. Le chagrin peut laisser place à la torpeur, bienveillante de l'épuisement, mais la suspicion maintient les yeux ouverts. La tempête continuait son assaut incessant contre les fenêtres, et la maison, tel un navire en mer, semblait craquer sous la pression des intempéries et de l'émotion. L'inspecteur Sharp établit une surveillance, postant son agent à la grande porte et ordonnant qu'aucun domestique ni invité ne quitte les lieux avant la fin de son enquête. Il se retira lui-même dans le bureau de Lady Constance avec des papiers et une pipe, dont la fumée s'infiltra bientôt sous la porte, signalant sa présence. Les invités furent priés de rester dans leurs appartements. Pourtant, une silhouette se déplaçait avec légèreté dans les couloirs, précise et sans hâte. Hercule Poirot. Poirot dans la chambre de la mort. À l'aube, alors que la première lueur pâle éclairait le lac, Poirot retourna dans la chambre d'Evelyne. Le gendarme de garde s'agita avec inquiétude à son approche. Mais l'attitude de Poirot était si posée, si naturelle, que toute résistance lui parut absurde. Il s'inclina courtoisement, murmura quelques mots sur la nécessité de l'ordre et de la méthode, et entra. La pièce était telle qu'elle avait été laissée, sauf que le corps avait été retiré. Le miroir brisé se dressait tel un témoin trop choqué pour parler. Poirot allait d'un objet à l'autre, son regard se déplaçant avec la précision d'un scalpel. Il a noté à nouveau le voile sur le lit. Il n'était pas simplement froissé. Une extrémité était légèrement humide, comme serrée dans une main humide. Il toucha délicatement le tissu et haussa les sourcils. Le fenêtre-la-porte était maintenant fermée, mais de légères traces de pluie subsistaient sur le rebord. Aucune empreinte de pas ne maculait la moquette en dessous, mais Poirot se baissa pour examiner la plinthe. Une fine trace d'argile y adhère, pas plus grande qu'une pièce de monnaie. Sur la coiffeuse, il remit l'épingle à tête de perle à sa place. Il examina la chaise à côté de la table. Un pied portait une éraflure récente, le bois plus clair là où le vernis avait été enlevé. « Et alors ?» murmura Poirot. « Elle était assise là. Elle s'est retournée. Elle a vu... » Qu'a-t-elle vu ? Le miroir. Il ne nous dit rien, parce qu'on lui a ordonné de mentir. La chronologie émerge. Au petit déjeuner, un repas discret avec du bacon congelé et des œufs entiers, l'inspecteur Sharp commença son interrogatoire. Poirot, autorisé par un consentement tacite, resta assis, les mains jointes, écoutant, lançant parfois un mot si anodin qu'il semblait à peine pertinent, mais qui changeait toujours le cours de la conversation. L'inspecteur a demandé le compte-rendu de chacun depuis 4 heures, jusqu'à la découverte du corps vers 7 heures. Sir Julian Hill déclara qu'il était resté à la bibliothèque, écrivant des lettres, jusqu'à ce qu'il monte à 7h moins 10. Personne ne lit. Avait vu, sauf Radcliffe, qui était passé une fois chercher du cognac. Béatrice, elle, jura qu'elle était restée dans sa chambre après le thé, souffrant d'un mal de tête. La servante confirma qu'elle lui avait apporté de l'eau chaude à 6h30. Hugh Radcliffe l'avoua avoir fumé dans la salle de billard, puis s'être dirigé vers la bibliothèque. Il fit semblant d'être franc, mais Poirot remarqua que son regard se tournait vers Lady Constance à chaque fois qu'il parlait. Dame Constancelle a déclaré s'être retirée tôt pour préparer sa correspondance. Aucun domestique n'a pu confirmer l'heure exacte. Révérend Pritchard a déclaré avoir laissé Evelyne à la chapelle à 5h moins 5, puis être rentré chez lui, à son presbytère. Il n'est revenu que sur convocation de l'inspecteur au moment de la découverte.
Dr. Gravesey a déclaré avoir passé le début de soirée au cabinet médical, à s'occuper de l'enfant de la laitière. Son retour à la maison avait eu lieu peu avant que l'alerte ne soit donnée. Poirot écoutait, les yeux mi-clos. Pour l'inspecteur, ces déclarations étaient à vérifier, à corroborer ou à réfuter. Pour Poirot, ce n'était pas de simples faits, mais le reflet d'un caractère. Chaque mot, chaque hésitation, chaque regard trahissait plus que le contenu lui-même. Les conversations tranquilles de Poirot. Plus tard, Poirot chercha Béatrice. Il la trouva arpentant la longue galerie, les mains jointes dans le dos, les yeux étincelants d'un mélange de chagrin et de défi. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous pleurez, mais vous ne pleurez pas. Ce n'est pas un reproche, c'est une simple observation. » Elle se tourna vers lui. « Je ne pleure pas par colère. Evelyne a été trop douce, trop molle. Elle s'est laissée piéger. Et maintenant ?» Elle s'interrompit en se mordant la lèvre. « Maintenant, elle est morte, » conclut doucement Poirot. « Et toi, tu te retrouves avec un fardeau que tu ne peux nommer. » Ses yeux s'emplirent soudain de larmes, et elle se détourna. « Je la détestais parfois, » murmura-t-elle. « C'est ça que tu veux entendre. Elle avait tout. La beauté, l'admiration, la promesse de la richesse. Et pourtant, elle ne s'est jamais battue pour cela. Elle laissait la vie lui arriver. Mais moi, elle serra les poings contre ses tempes. Je voulais lui crier la vérité, la faire comprendre. Le regard de Poirot était doux mais perçant. Et quelle vérité était-ce? Elle secoua la tête. Demande à Juliane, ou mieux, à ses créanciers. De Béatrice, Poirot alla à Radcliffe qui se prélassait dans la bibliothèque, les pieds sur un tabouret, les restes d'un cigare fumant dans le plateau. « Vous le permettez, monsieur ?» dit Poirot en s'asseyant avec soin. « Dites-moi, vous connaissez Sir Julian depuis longtemps ?»« Depuis l'école, » répondit Radcliffe nonchalamment. « On a fait tout ce qu'on a fait. Peu, les cartes, les chevaux, les dettes. Il a de la chance, Julian. Il retomba sur ses pieds. » « Et pourtant, » observa Poirot, « ces dettes demeurent-elles ?» Radcliffe rit, mais sans enthousiasme. Un Blackwood trouve toujours de l'argent quelque part. En l'épousant, par exemple. Poirot inclina la tête. « Et vous, monsieur, vous avez aussi besoin d'argent ?» Les yeux de Radcliffe se plissèrent. « Nous en avons tous besoin. La question est, qui en a le plus besoin et qui en a le moins conscience ?» Poirot fit une légère révérence. Une réflexion des plus philosophiques. Poirot note un geste. Ce soir-là, lorsque la maisonnée se retrouva au salon, Poirot resta assis tranquillement près du feu, les yeux mi-clos, comme au repos. Pourtant, il observait. Il observait Sir Julian, qui ne pouvait rester immobile, dont la main allait sans cesse vers sa manche, effleurant la poussière que Poirot avait remarquée. Il observait Béatrice, qui évitait le miroir, tournant son visage à chaque fois qu'elle passait devant. Il observa Radcliffe, dont le regard s'attarda trop longtemps sur la forme agitée de Béatrice. Il observait Lady Constance, qui contrôlait chaque expression, mais dont la main tremblait lorsque l'inspecteur mentionnait la lettre manquante. Il observait le révérend Pritchard, dont les lèvres remuaient, comme pour prier, mais dont les yeux, furtifs, n'étaient pas fixés sur le ciel mais sur Juliane. Et il observa Madame Armitage, qui, portant un plateau de café, le posa avec un regard qui ne manqua rien, pas même l'examen minutieux de Poirot. Enfin, Poirot se leva et lissa ses manchettes immaculées. « Messieurs, mesdames, dit-il doucement, nous avons déjà le motif, comme le dessin d'une tapisserie. Il y a les traits audacieux, le miroir, la fenêtre, le sang. Mais il y a aussi les petits fils. Ce sont toujours les petits-fils qui disent la vérité. » Il les regarda autour de lui, sa moustache hérissée d'une certitude tranquille. Et Hercule Poirot, il ne perd jamais un fil. Chapitre 5. Premier soupçon. Le matin se leva, agité et gris. L'orage ne s'était pas encore levé, mais il s'était transformé en une pluie battante qui zébrait les hautes fenêtres et détrempait les allées de gravier de Blackwood Grange.
La maisonnée, bien que réunie une fois de plus dans la salle à manger, ressemblait davantage à des prisonniers rassemblés pour un décompte qu'à des invités attendant la célébration du mariage. Le mariage, murmuré dans les coins, n'aurait pas, ne pouvait pas, lieu maintenant. Lady Constance présidait la table avec le sang-froid d'un monarque assiégé, le regard froid, le dos parfaitement droit. Sir Julian paraissait tiré, les traits assombris par l'insomnie. Béatrice, pâle mais agitée, déchirait ses toasts en morceaux qu'elle ne mangeait pas. Hugh Radcliffe flânait comme si cette affaire l'ennuyait. Pourtant sa main tremblait lorsqu'il leva sa tasse. Le révérend Pritchard murmurait des grâces d'une voix tremblante, tandis que le docteur Graves avait l'air grave, son regard passant de l'un à l'autre avec une vigilance clinique. Poirot était assis un peu à l'écart, impeccable comme toujours, son œuf tapoté avec précision, sa serviette pliée avec une précision géométrique. Il observait chaque geste, chaque silence. Convocation de l'inspecteur Sharp. À peine le petit déjeuner terminé, l'inspecteur Sharp apparut dans l'embrasure de la porte, ses bottes laissant des traces humides sur le tapis. Son allure était vive et son regard perçant. « Sir Julian, mesdames, messieurs, je dois vous interrompre. Nous avons mené une enquête. Il y a des questions d'alibi qui doivent être abordées. » Les yeux de Lady Constance lancèrent des éclairs. « Vous ne traiterez pas ma famille comme de vulgaires suspects. »« Madame, » dit Sharp, non pas avec méchanceté, mais avec fermeté, « c'est mon devoir. Tant que nous ne saurons pas comment mademoiselle Harcourt est morte, toutes les personnes présentes dans cette maison devront répondre de leurs actes. » Poirot inclina la tête. « C'est ce que dit l'inspecteur, madame. La vérité ne craint pas l'enquête, c'est le silence qui tremble. » Béatrice sous suspicion. L'inspecteur se tourna d'abord vers Béatrice. « Vous dites que vous étiez dans votre chambre après le thé jusqu'à ce que l'alarme retentisse. La servante jure vous avoir apporté de l'eau chaude à 6h30. Une autre domestique affirme vous avoir vu traverser le couloir inférieur près de la salle de billard à 6h15. Comment expliquez-vous cela, mademoiselle ?» Béatrice sursauta, le rouge lui montant aux joues. « Je suis peut-être descendue chercher un livre. » Ce n'était rien. Je suis revenue aussitôt. « Et tu as vu ta sœur alors ?» Béatrice hésita. Son regard se posa sur Julian, puis revint sur lui. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Pourtant, elle était vivante à cette heure-là, » dit Sharp. « Le vicaire l'a laissée dans la chapelle vers 17h. En traversant le couloir inférieur à 18h, on avait le temps de monter par l'escalier est, jusqu'à sa chambre. » Béatrice se leva d'un bond, les poings serrés. « Tu veux dire que je l'ai tuée ?»« Ma propre sœur. »« Assieds-toi, Béatrice, » dit Lady Constance d'un ton glacial. « Les crises de nerfs ne servent à rien. » Le regard de Poirot était doux mais pénétrant. « Mademoiselle, la colère masque souvent la peur. Quelle vérité avez-vous peur de dire ?» Béatrice se mordit la lèvre. « Je voulais juste parler à Evelyne, la prévenir. Mais en arrivant à sa porte, j'ai entendu des voix à l'intérieur. La voix de Julian. J'ai pensé... » Elle s'interrompit brusquement. Julian se retourna brusquement. « C'est faux! J'étais à la bibliothèque. » Ses yeux flamboyèrent. Alors qui était dans sa chambre à lui parler à voix basse? Je sais ce que j'ai entendu. La pièce tomba dans le silence. L'ombre de Radcliffe. L'inspecteur Sharp se tourna ensuite vers Hugh Radcliffe. « Et vous, monsieur? Vous reconnaissez avoir été dans la salle de billard, puis dans la bibliothèque. Quelqu'un peut-il confirmer l'heure ?» Radcliffe haussa les épaules. « Sir Julian m'a vu à la bibliothèque. Il était... » « Quoi? 7h moins le quart ?» Julian hocha la tête à contre-cœur. « Oui, il est passé. » Poirot intervint d'une voix douce. « Et pourtant, monsieur, le cendrier du petit salon contenait 2 mégots de cigarettes turques. Vous seul, je crois, en fumez. La femme de chambre jure avoir nettoyé le cendrier à 5h. Quelqu'un a donc fumé après 5h. C'était vous ?» Radcliffe rit, gêné. « J'y suis peut-être allé. Je ne m'en souviens pas. Est-ce important ? » « C'est important, » dit doucement Poirot,
car l'un de ses mégots a été écrasé non pas par des doigts, mais par une bague de sceau. Vous portez une telle bague, n'est-ce pas? Radcliffe jeta un coup d'œil à sa main. La lourde bague en or brillait. Son visage se durcit. Vous faites grand cas des broutilles, monsieur. Poirot écarta les mains. C'est ma façon de faire. Le ton de l'inspecteur Sharp s'aiguisa. Et vous avez des dettes, Radcliffe, de lourdes dettes. Sir Julian devait se marier avec de l'argent. Vous êtes-vous disputé avec la mariée? Espériez-vous empêcher ce mariage? Le visage de Radcliffe s'empourpra. Je ne me suis disputé avec personne. Si j'avais des dettes, elles me regardaient. Une lettre manquante, Poirot se pencha en avant, les yeux brillants. Et la lettre, messieurs et mesdames? L'enveloppe bleue avec le timbre étranger. Evelyne l'avait la dernière fois qu'elle l'a vue. Maintenant, elle a disparu. Un frisson parcourut la pièce. Les doigts de Lady Constance se crispèrent sur l'accoudoir de son fauteuil. Julian s'agita, mal à l'aise. Béatrice regarda l'un après l'autre, les lèvres entr'ouvertes. La voix de Poirot était douce, presque tendre. Cette lettre était importante. Mademoiselle Evelyne avait l'intention de la montrer à quelqu'un. Elle pourrait bien être la raison de tout ce qui a suivi. « Alors, trouve-le », rétorqua dame Constance. « Ne nous torture pas avec des indices. » Poirot s'inclina. « J'en ai l'intention, madame. La vérité, elle se cache, mais elle ne peut disparaître. » Réflexion privée. Plus tard, dans la solitude de la bibliothèque, Poirot réfléchit à ce qu'il avait appris. Béatrice avait eu pour mobile la jalousie, l'opportunité de son propre aveu, et l'idée d'entendre la voix de Julian. Radcliffe avait pour mobile l'argent, l'opportunité, ses errances incertaines, et un lien curieux avec les cigarettes turques. Les deux auraient pu faire mouche. Pourtant, la moustache de Poirot frémissait d'insatisfaction. C'est trop simple, trop grossier. Non, non. La main qui a tué mademoiselle Evelyne a aussi pensé au miroir. Et cela, mes amis, n'est pas l'idée d'une querelle passionnée. C'est l'acte d'une froide intention. Il se leva, lissant ses poignets. Déjà, les petites cellules grises s'agitaient, tissant des motifs à partir de fragments. Le miroir, la lettre, le voile, les cigarettes, tout cela reposait sur la table de son esprit. Le motif n'était pas encore clair, mais il se formait. Et Poirot le savait. Le meurtrier était entre ses murs, jouant un rôle, espérant que la tempête dissimulerait la vérité. Mais Hercule Poirot avait déjà vu des tempêtes, et toujours, lorsque les nuages se dissipaient, c'était la vérité qui transparaissait. Chapitre 6. Le ver parle. La journée avançait par à-coups, comme si le ciel lui-même hésitait entre la pluie et la douceur. Par intervalles, le soleil perçait, dorant les pelouses ruisselantes de Blackwood Grange d'une luminosité passagère, avant que les nuages ne se referment et ne plongent la maison dans le gris. C'était une journée qui reflétait précisément l'état de la maisonnée, de soudaines lueurs de colère et de suspicion, suivies d'un silence lourd de peur. Poirot, cependant, était dans son élément. Il était assis, les mains jointes, dans le petit salon, tandis que l'inspecteur Sharp s'efforçait de rassembler les déclarations et les domestiques. En apparence, Poirot était au repos, ses moustaches impeccables, ses bottes étincelantes, sa silhouette compacte sur la chaise. Pourtant, son regard était constamment en mouvement, notant chaque agitation de Béatrice, chaque mâchoire crispée de Julian, chaque regard inquiet de Radcliffe, chaque posture raide de Lady Constance. Enfin, lorsque l'inspecteur annonça qu'il interrogerait à nouveau le personnel, Poirot se leva. « Permettez-moi, monsieur l'inspecteur, dit-il doucement, de retourner dans la chambre de la mariée. Il y a là une petite affaire qui continue de me préoccuper. » Sharp grogna en signe d'assentiment. « Du moment que tu ne déranges rien. » Poirot inclina la tête, mais naturellement. « Ordre et méthode, inspecteur, toujours. » Retour à la chambre, le gendarme le fit entrer de nouveau dans la chambre des morts. Elle était restée pratiquement inchangée la veille. Le lit défait, les rideaux tirés pour masquer la lumière incertaine,
la coiffeuse encore jonchée d'épingles et de poudre. Pourtant, aux yeux de Poirot, elle n'était pas statique. C'était une scène toujours en mouvement, murmurant ce qui s'était passé. Il est d'abord allé à la miroir, ses fissures s'étendaient comme une toile d'araignée, les fragments sur le tapis captant la lumière. Poirot s'agenouilla avec une agilité surprenante et commença à examiner les éclats un par un. Il les manipula délicatement, avec son mouchoir, les tenant chacun à la lumière. La plupart ne portaient que les traces de poussière, habituelles, ou la faible empreinte de poudre. Mais l'un d'eux, un long et étroit éclat, le fit s'arrêter. À sa surface, il n'y avait pas seulement une trace de sang, mais la faible empreinte de quelque chose d'autre, une forme floue, plus sombre sur la brillance du verre. Poirot l'inclina et plissa les yeux. Le reflet était déformé, mais c'était indéniablement le contour d'un visage, non pas celui d'Evelyne, mais celui d'une autre. « Tiens, » murmura Poirot, « le miroir ne ment pas, même brisé. Elle a vu, et en mourant, elle nous a légué la vérité qu'elle a entrevue. » Poirot et le miroir. Il remit soigneusement le tesson en place, puis se leva et examina la coiffeuse dans son ensemble. La position des épingles, l'angle de la chaise, le voile froissé sur le lit, tout témoignait d'une hâte, d'une interruption. Poirot remit la chaise à sa place, s'assit et se pencha en avant, comme Evelyne l'aurait fait. Il regarda le miroir brisé. Même brisé, il lui renvoyait son reflet multiplié et déformé. Sur un éclat, il vit ses yeux agrandis, sur un autre ses moustaches divisées, sur un autre encore sa main levée, en double. « Mais elle, » murmura Poirot, « elle vit derrière elle quelqu'un qui entrait. » Elle vit, et elle se retourna. Le miroir se brisa, non pas dans sa chute, mais sous la main qui la frappa. Le meurtrier le brisa, pour effacer toute trace de reflet. Mais oh, un morceau s'échappa. Il parle encore. Il resta immobile, laissant l'image se former. Evelyne était assise. Elle avait levé la tête, surprise par le reflet. Elle s'était retournée, peut-être même relevée. Puis vint le choc. Le miroir se brisa. Et puis, le silence. Les petites cellules grises de Poirot bourdonnaient. Une conversation avec le docteur Grave. En quittant la chambre, Poirot trouva le docteur Graves dans le couloir, son sac à la main, sur le point de descendre. « Ah, docteur, » dit doucement Poirot, « un mot, si vous le permettez. » Graves inclina la tête. Son visage était calme, mais son regard, derrière ses lunettes, était méfiant. « Vous avez parlé hier soir de la blessure, disant qu'elle correspondait davantage à un coup qu'à une chute. Pourriez-vous ajouter qu'elle avait été infligée de la main droite ?» Graves hésita, puis hocha la tête. « Oui. La contusion se situe sur la tempe gauche. Un droitier frapperait ainsi. »« Merci, » dit Poirot. « Et une femme pourrait-elle porter un tel coup ?»« Certainement, » répondit Graves. « La force n'est pas la question principale. La surprise, oui. » Poirot le regarda attentivement. « Surprise, oui. » Et Evelyne Harcourt, elle, était surprise, en effet. Mais pas seulement par le coup, je crois. Elle fut d'abord surprise par celui qu'elle voyait dans la glace. Grave se redressa. « Vous semblez très sûr de vous, monsieur. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Certainement. Non. Mais le verre, il parle, et Hercule Poirot, il écoute. » Poirot et Béatrice. Cet après-midi-là, Poirot rencontra Béatrice qui arpentait à nouveau la galerie, aussi agitée qu'un animal en cage. Elle sursauta en le voyant, puis secoua la tête d'un air de défi. « Tu me surveilles tout le temps, » l'accusa-t-elle. « Tu crois que c'est moi qui ai fait ça ?»« C'est ce que tes fameuses petites cellules te disent ?» Poirot leva les mains d'un air apaisant. « Mademoiselle, je crois seulement que ce que vous savez vous trouble. Peut-être ce que vous avez entendu. » Son visage rougit. « Je te l'ai dit. J'ai entendu la voix de Juliane dans sa chambre, j'en suis sûr. » Les yeux de Poirot pétillèrent, malgré son ton grave. « Vraiment ? Vous êtes vif, passionné. Mais la colère peut vous tromper. Une voix à travers une porte basse peut vous tromper. N'était-ce pas quelqu'un d'autre ?» Elle se mordit la lèvre.
Si c'était le cas, alors... Elle s'interrompit, puis ajouta avec acharnement. Mais je ne me tairai pas. Evelyne s'est fait avoir. Elle allait me montrer cette lettre. Maintenant, elle a disparu. Savez-vous où elle est? Poirot écarta les mains. Pas encore, mais bientôt. Les lettres, comme les miroirs, ont le don de révéler ce que leur propriétaire voudrait cacher. Poirot tend un piège de pensée. Le soir, Poirot avait rassemblé ses observations selon un schéma précis. Il s'assit dans la bibliothèque, la lumière du feu illuminant la table cirée, et réfléchit. Evelyne avait un lettre et elle avait l'intention de révéler. Elle était assise devant le miroir. J'ai vu quelqu'un entrer et j'ai réagi. Le miroir a été délibérément brisé pour effacer le reflet. Un éclat a survécu, préservant la faible image de l'intrus. Le coup était venu du droit, porté avec précision, sans passion. « Ce n'est pas la jalousie d'une sœur, » murmura Poirot, ni le désespoir d'un joueur. Non, c'est plus calme, plus prudent. C'est quelqu'un qui craignait d'être exposé. Quelqu'un qui ne pouvait pas permettre à Evelyne de parler ou de se marier. Ses yeux brillaient. Et donc, le vers, il parle. Il dit « Elle a vu son meurtrier avant de mourir. » Il se pencha en arrière, ses moustaches triomphantes. « Eh bien, bientôt, mes amis, nous saurons qui d'entre vous redoutait le plus ce regard. » Chapitre 7. Secret et mensonge. La pluie cessa enfin, bien que l'air restât humide et lourd, comme si l'orage persistait entre les murs de Blackwood Grange. Dans la grande salle, le feu rugissait, mais il ne parvenait pas à chasser le froid qui imprégnait chaque recoin de la maison. Il n'y avait plus de mariage maintenant. Les fleurs pendaient sans être réclamées dans leurs vases. L'argenterie polie restait inutilisée, et la chapelle préparée pour les vœux restait vide, à l'exception du triste écho de l'orgue. L'inspecteur Sharp s'était retiré dans ses quartiers provisoires, avec la détermination farouche d'un bulldog, rongeant un os. Il parlait d'enquête, de témoignages sous serment, de la nécessité d'une procédure officielle. Pourtant, c'était Poirot, propre et posé, qui dominait véritablement la pièce. Sa méthode n'était pas celle du carnet de notes d'un agent de police, mais celle du scalpel d'un chirurgien, douce, précise et pénétrante. Poirot et Lady Constance Poirot commença par Lady Constance. Il la trouva dans son salon privé, entourée de correspondances rigoureusement disposées sur son secrétaire. Elle le reçut avec une courtoisie glaciale, sa silhouette aussi droite que le fauteuil au dossier d'ivoire qu'elle occupait. « Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix mesurée, « je suppose que vous venez avec des questions. Permettez-moi de dire que je trouve une telle intrusion inconvenante en ce moment. » Poirot s'inclina. « Madame, la mort, elle n'est jamais convenable. Elle entre où elle veut, sans manière. Nous ne pouvons que la suivre, avec méthode. » Ses lèvres se pincèrent. « Vous parlez joliment. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? L'inspecteur est compétent. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Je n'en doute pas. Pourtant, madame, vous pourriez peut-être m'éclairer sur certains détails. Votre future belle-fille devait apporter la fortune à votre fils, n'est-ce pas? » Les yeux de dame Constance brillèrent. « Vous osez. »« Pardonnez-moi, » dit doucement Poirot, « mais on murmure au village que le domaine de Blackwood a besoin de réparation, que Sir Julian a des dettes, et Evelyne Harcourt. C'est elle qui avait la dot. » Un instant de silence. Puis Lady Constance dit froidement. « Vous présumez beaucoup. » Oui, le mariage était avantageux. Mais Evelyne était aussi une épouse convenable. Elle avait de l'éducation, des manières et une apparence distinguée. Je l'ai accueillie, plus d'une fois, malgré mon intuition. « Votre meilleur jugement ?» demanda Poirot. La main de Lady Constance se serra sur une lettre. « Elle avait des secrets, monsieur. Je ne suis pas aveugle. Il y avait des rumeurs, des choses qu'elle ne révélait jamais. Elle recevait des lettres. Elle en a brûlé une, ici dans cette cheminée, hier encore. J'ai vu les cendres. » Poirot inclina gravement la tête. « Une lettre de l'étranger, avec un timbre étranger ?» Ses yeux se plissèrent. « Tu le sais ? Je sais qu'il a disparu.
dit Poirot, et que mademoiselle Evelyne avait l'intention d'en révéler le contenu. Lady Constance se leva brusquement, tremblante. « Alors c'est elle qui l'a tué. Cette lettre, qui que ce soit qui l'ait envoyée, c'est eux qui sont responsables de cette tragédie. Pas Julien, pas cette maison. » Poirot la regarda partir, le regard perçant. Alors, elle aussi craint la lettre. Toujours, la lettre revient. Poirot et Julien. Plus tard, Poirot rencontra Sir Julian dans la bibliothèque. Le futur marié se tenait près de la carafe, son verre à moitié vide, le visage rouge de chagrin. « Poirot, dit-il sèchement, je ne peux plus supporter ça. Ma fiancée est morte, et maintenant les soupçons. Les soupçons sont partout. » « Le soupçon est naturel, dit Poirot calmement. La mort dans de telles circonstances exige une explication. Dites-moi, monsieur, votre fiancée craignait quelque chose, n'est-ce pas ? Julian se déplaça, sa main serrant la vitre. Elle était nerveuse, oui. Les mariés le sont souvent. Elle doutait d'elle-même. Elle doutait de moi, peut-être. Mais elle était dévouée, je le jure. Poirot le regarda. Et vous, monsieur, étiez-vous dévoué ? Julian eut un rire rauque. Quel genre de question ? Bien sûr que je l'aimais. Mais... Il s'interrompit. Mais... demanda doucement Poirot. Julian se détourna. Rien. Seulement. Evelyne n'était pas toujours franche. Elle a parlé un jour d'une promesse faite il y a longtemps. Une histoire d'amour enfantine. Je n'ai jamais insisté. Pourquoi l'aurais-je fait ? Les yeux de Poirot brillèrent. Parce que parfois, la promesse enfantine est la chaîne qui retient encore la femme. Julian marmonna quelque chose et se resservit du cognac. Poirot n'insista pas davantage, mais nota attentivement le malaise. Poirot et Hugh Radcliffe. De Julian, Poirot passa à Radcliffe qui occupait la salle de billard, avec son air habituel de débauche insouciante. Pourtant, la queue qu'il tenait en main tremblait tandis qu'il visait les boules, trahissant sa nervosité sous la bravade. « Vous m'accuserez ensuite, Poirot ?» demanda Radcliffe en essayant de rire. « Béatrice dit déjà que vous la soupçonnez. »« Pourquoi pas moi ? Ce serait à la mode. » Poirot s'assit avec soin. « Je n'accuse personne, monsieur, je constate. Et je constate que vous avez eu une dispute avec Sir Julian à propos d'argent. » Le sourire de Radcliffe s'éclaircit. « Des disputes, oui. Mais l'argent, on se dispute toujours pour l'argent. Je n'ai jamais souhaité de mal à Evelyne. C'était une créature adorable. Trop adorable peut-être. » Poirot se pencha. « Et pourtant, monsieur, vous avez fumé dans le petit salon. 2 cigarettes turques, après 5 heures. L'une d'elles écrasée avec un anneau de plombage. Pourquoi le nier ?» Les yeux de Radcliffe lancèrent des éclairs. « Parce que je ne voulais pas m'en mêler. J'étais là, oui. J'ai fumé. Mais j'ai aussi entendu des voix, dans le couloir au-dessus. Une voix de femme, rauque, furieuse. Puis le silence. » Poirot haussa les sourcils. « Une voix de femme ? Vous en êtes certain ? » »« Certainement, » dit Radcliffe d'un ton sombre. « Si je suis condamné à le dire, qu'il en soit ainsi. Mais je l'ai entendu. Et peu après, Evelyne était morte. » Poirot se leva. « Merci, monsieur. Vous m'avez dit la vérité, ou peut-être un mensonge. L'un ou l'autre peut être utile. » L'inquiétude du révérend. Dans la chapelle, Poirot trouva le révérend Pritchard agenouillé devant l'autel, les lèvres en prière. Il se leva, surpris, lorsque le pas de Poirot résonna. « Monsieur Poirot, pardonnez-moi. Je trouve du réconfort ici. »« Du réconfort, oui, » dit Poirot. « Mais peut-être aussi de la culpabilité ? Vous avez été le dernier à voir mademoiselle Evelyne vivante, avant sa mort. » Les mains du vicaire tremblaient. « Je jure que je l'ai laissée en bonne santé. Elle souhaitait parler d'un verre, de vérité et de vœux. Il n'y avait rien de sinistre. Et pourtant... » Il hésita. « Oui ?» demanda Poirot. Le visage du vicaire pâlit. Elle m'a demandé si les faux vœux prononcés devant Dieu étaient lents contraignants. Elle semblait troublée. Elle m'a supplié de ne parler à personne de notre conversation. Et puis elle m'a quitté. Et maintenant,
Elle est morte. Poirot le regarda attentivement. Et tu n'avais pas pensé à lui confier ça avant? J'avais peur. J'avais peur que ça éveille les soupçons. Et Il s'interrompit, les épaules tremblantes. Poirot dit doucement. Ne craignez pas la vérité, monsieur. Craignez seulement le silence. Poirot seul. Ce soir-là, Poirot retourna dans sa chambre. Il s'assit devant le feu, les mains jointes, les yeux brillants. Un à un, murmura-t-il. Les secrets éclatent. Lady Constance craint la lettre. Julian cache ses dettes, et peut-être son infidélité. Radcliffe fume, entend des voix et ment. Le vicaire dissimule les doutes d'Evelyne. Même la gouvernante en sait plus qu'elle ne dit. Et pendant tout ce temps, le miroir, lui, parle le plus fort, mais en silence. Il se renversa en arrière, satisfait. Eh bien, les mensonges sont comme la brume. Ils dérivent, ils se cachent. Mais quand le soleil arrive, ils disparaissent. Bientôt, le soleil. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le jour s'éternisait dans le soir, avec le poids du deuil. À Blackwood Grange, les domestiques se déplaçaient à voix basse, comme si le simple tintement de la porcelaine pouvait être interprété comme un sacrilège. Les fleurs du mariage étaient toujours disposées dans la maison, d'une gaieté incongrue. Des roses blanches tombaient dans de hauts vases, des lys se fanaient, des violettes abîmées. Elles exhalaient un parfum trop doux, trop écœurant, comme si elles se moquaient de la maison en lui rappelant une joie différée. Poirot, pour sa part, arpentait les couloirs avec la patience d'un chat. Il ne posait pas de questions à voix haute, ne donnait pas d'ordre, mais chaque regard, chaque hochement de tête, chaque petit œuf, c'était un coup de pouce qui a perturbé des cœurs déjà accablés. En début de soirée, le calme de la maisonnée a commencé à s'effriter. Une maison sous tension. Lady Constance s'était enfermée dans son salon, refusant toute compagnie. Le révérend Pritchard, pâle, était assis dans la chapelle, murmurant des prières, comme pour étouffer un bruit intérieur. Sir Julian versait du cognac avec une fréquence qui alarmait même Radcliffe, pourtant habitué au plaisir de la gourmandise. Béatrice errait dans les couloirs d'un pas rapide et irrégulier, le regard brillant comme s'il était fiévreux. L'inspecteur Sharp, impatient, annonça son intention de traduire tout le monde devant le magistrat le lendemain. « L'un de vous est coupable, dit-il sans détour, et si je dois tous vous traîner devant le tribunal pour découvrir lequel alors, par le ciel je le ferai. » C'est alors que Poirot intervint. « Non, mon ami, dit-il doucement, n'effrayons pas les oiseaux des haies avant qu'ils ne chantent. Déjà l'un d'eux est prêt à s'envoler. Il suffit d'écouter. » Béatrice se brise. La rupture survint plus tôt que Poirot ne l'avait prévu. À 7h30, alors que la maisonnée s'était rassemblée à contre-cœur dans le salon, Béatrice poussa soudain un cri qui les fit tous sursauter. « Je n'en peux plus !» s'exclama-t-elle en se pressant le visage. « Vous êtes tous assis là, à faire semblant d'être polis, tandis que ma sœur gît froide dans sa tombe. Et vous ?» Son regard se tourna vers Julian. « Vous, avec vos protestations de chagrin, alors que vous... » Julian bondit sur ses pieds, le visage rouge. « Béatrice, tais-toi !»« Je ne le ferai pas, » s'écria-t-elle. « Je l'ai détestée parfois, oui, je l'avoue. Je l'enviais, je me moquais d'elle, j'essayais de lui voler sa place. Mais je ne l'ai pas tuée. Et je jure, qu'elle avait peur, toi, Julian. Elle me l'a dit. » La salle haleta. Lady Constance se leva, pâle mais impérieuse. « C'est monstrueux, mon fils. » Béatrice se retourna vers elle. « Votre fils avait des dettes, des secrets, des raisons de faire taire Evelyne. Elle m'a dit la veille qu'elle avait découvert quelque chose à son sujet. Elle avait une lettre. Elle comptait la montrer. Et maintenant, elle est morte. Et la lettre a disparu. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Elle s'effondra sur une chaise, sanglotant violemment. Poirot intervient. Poirot, qui avait observé la scène les mains jointes, s'avança. Il posa doucement une main sur l'épaule de Béatrice. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « courage. Vous parlez de jalousie, de colère, de haine, mais vous parlez aussi d'amour.
Vous aimiez votre sœur tout en l'enviant. C'est pourquoi votre cœur se rebelle contre le silence. C'est bien. La vérité, même partielle, n'est qu'un commencement. Béatrice leva son visage baigné de larmes. Alors, trouve-la, Poirot. Trouve cette lettre. Elle prouvera ce qu'elle savait. Poirot inclina gravement la tête. Rassurez-vous, mademoiselle, déjà les petites cellules grises sont à l'œuvre. La lettre, elle ne restera pas cachée éternellement. La défense de Julian resta figée, les poings serrés. C'est intolérable. Ma propre belle-sœur m'accuse de meurtre, moi qui aimais Evelyne. Poirot, tu dois leur dire que je suis innocent. Le regard de Poirot croisa le sien avec assurance. Monsieur, l'innocence, elle n'est pas proclamée, elle est prouvée. Pour l'instant, le soupçon est naturel. Vous avez été le dernier à lui rendre visite. Votre manche portait la poussière de la table. Le miroir s'est brisé dans sa chambre. Ce sont des faits, mais les faits seuls ne suffisent pas à faire la culpabilité. La vérité éclatera d'elle-même. Julian se laissa retomber sur sa chaise, le visage caché dans ses mains. Une confidence de la gouvernante. Plus tard, une fois les autres dispersés, Madame Armitage s'approcha de Poirot dans le couloir. Elle était pâle, mais sa voix était ferme. « Monsieur, dit-elle, je ne voulais pas parler devant les autres, mais j'ai vu quelque chose hier soir. À 6h15, je revenais des cuisines quand j'ai dépassé le couloir est. Sir Julian était là, près de la chambre de la mariée. Il sursauta en me voyant et murmura quelque chose à propos de la recherche d'un livre. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant... » Poirot inclina gravement la tête. « Merci, madame. Vous avez bien fait de me le dire. Ce sont souvent les domestiques qui voient ce que les autres ne voient pas, car eux-mêmes sont invisibles. Je m'en souviendrai. » La réflexion de Poirot. Dans sa chambre ce soir-là, Poirot réfléchit à tout. Béatrice avait avoué sa jalousie, mais avait aussi révélé la peur d'Evelyne pour Julian. Lady Constance avait avoué qu'Evelyne avait brûlé une lettre. Radcliffe s'était installé dans le petit salon à l'heure critique, fumant des cigarettes turques. Et maintenant, Madame Armitage avait placé Julian près de la chambre d'Evelyne. « Eh bien, murmura Poirot, les fils se resserrent. Bientôt, ils formeront le nœud, mais pas encore. D'abord, il faut démêler le mensonge de la vérité. C'est toujours la tâche. » Il regarda dans le petit miroir au-dessus de la cheminée. Son propre reflet le regarda, net et précis. « Oui, murmura-t-il, le miroir nous dira tout, car il ne nous montre pas ce que nous voulons voir, mais ce qui est. Et mademoiselle Evelyne, elle, a vu. » Chapitre 9. Le piège. La pluie avait enfin cessé. Un soleil pâle et humide perçait les nuages, sa lumière tombant froidement sur les pelouses de Blackwood Grange. Pourtant, à l'intérieur de la maison, l'atmosphère restait pesante, comme si l'orage pressait encore les fenêtres. Poirot se déplaçait avec la précision calme d'un homme disposant des pièces d'échecs. Il posait peu de questions maintenant. Il observait plutôt, laissant tomber un mot ici, une suggestion là, jusqu'à ce que la maisonnée semble tourner autour de lui avec inquiétude. C'était la méthode du chasseur qui tend des pièges, non pas avec des cordes ou de l'acier, mais avec psychologie. La proposition de Poirot. Au déjeuner, Poirot se leva de sa chaise en toussant légèrement. « Mesdames et messieurs, dit-il, je vous demande une faveur. C'est une petite chose. Permettez-moi que ce soir, une fois les lampes allumées, vous vous réunissiez tous dans la grande salle. Je vais mener une petite expérience. Rien de plus. Elle n'accusera pas, elle éclairera seulement. » Lady Constance se hérissa. « Une expérience ? Ce n'est pas un laboratoire, monsieur Poirot. » Poirot s'inclina.